Merci de nous rejoindre dans la tribune du mardi de ce soir et on va discuter du secteur de l'économie du Sénégal sous la gestion du président de la République Macky Sall, gestion des ressources financières, gouvernance. Et je suis, comme tous les tribunes du mardi, entouré d'acteurs du secteur, Babacar Gaye, professeur en économiste du MOES, et Maïssa Babou, que vous connaissez tous, économiste, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Je vais commencer les salutations par le cadet, son jeune frère. Babacar Gaye, bonsoir. Bonsoir Khalifa et bonsoir au professeur. C'est un réel plaisir d'avoir partagé ce plateau avec un des éminents économistes de ce pays. Donc bonsoir à vos fidèles téléspectateurs et téléspectatrices et on espère que la soirée sera bonne. Exactement. Maïssa Babou, bonsoir. Bonsoir, les deux Babacar. Hein. Exactement. Pratiquement c'est le même nom. Je suis content d'être là. Peut-être pour la première fois, c'est vrai. Trop pris. Souvent je décline. Exactement. Mais nous sommes de tout cœur avec vous. Je salue tous mes jeunes frères que j'ai vus ici dans la tire. Babacar Mom, c'est mon... voilà, c'est mon frangin, quoi. Exactement. Vraiment, c'est... vous savez, c'est comme le médecin. Notre plaisir en tant qu'enseignant, c'est justement de retrouver toutes ces personnes. À la banque, je ne fais pas la queue. Quand un agent me voit, hey, on rencontre des anciens élèves. Vraiment, c'est un plaisir. Ils nous le rendent très bien. Exactement. Et je voudrais le féliciter. Il est l'expert qu'il est aujourd'hui. Et cela prouve, encore une fois, Khalifa, nous avons de bonnes écoles. C'est vrai que la tendance est dans la spécialisation. Mais qu'on n'oublie pas que le rôle aussi de l'université, ce n'est pas la spécialisation. Exactement. Nous nous formons dans des domaines. Et quand je dis domaine, c'est ce que moi je suis en sciences de gestion. Je peux être comptable, je fais du marketing, etc. Dans le domaine, Babacar, économiste, va se choisir maintenant un métier. Mais nous, on ne forme pas dans les métiers. Et c'est bon à savoir. Nous formons dans des fonctions. C'est un peu plus élevé. Maintenant, les spécialistes sont formés très souvent dans des métiers. Mais le rôle de l'université, c'est quand même la formation en général. Et maintenant, tous ceux qui n'ont pas compris dans la rue et qui croient que on ne vaut rien, moi je dis à mes étudiants, soyez fiers. Parce que dans votre quartier, vous êtes des stars. Dans cette jeunesse-là, vous ne représentez même pas 1%. Cela veut dire que vous êtes la crème et l'avenir de ce pays-là. Et il ne faut pas maintenant écouter les gens de la rue pour qu'ils vous découragent. Continuez, vous êtes sur la bonne voie et toutes les connaissances réunies vous donneront demain une compétence que vous allez valoriser pour être maintenant ce que vous serez demain, un expert, un savant, etc. Exactement. Et aujourd'hui, c'est nous qui allons bénéficier de ces sages conseils. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons discuter de l'économie, la gestion du président Macky Sall de 2012 à nos jours. Comment est-ce que l'économie sénégalaise se porte? Honneur à vous, professeur Maïssa Babou. Comment est-ce que vous appréciez, dans le cadre global, l'économie sénégalaise sous Macky Sall? Vous savez, l'économie aussi est tellement vaste. C'est des chantiers énormes. C'est très difficile de tout résumer. Mais au moins, on peut donner une orientation. Et l'orientation que nous avons, et ça c'est depuis 1960, c'est que nous nous focalisons trop sur peut-être le voyez-moi. Les régimes successifs croient que tant que ce n'est pas gros et grand comme un bâtiment ou une grande route, un pont, ce qui est visible, c'est qu'ils n'ont pas bien travaillé. Or, quand l'eau manque terriblement dans bien des zones, ou bien que même certaines villes, bon, pour ne pas dire villes, en tout cas zones urbaines, ne sont pas électrifiées, parce que nous sommes électrifiés à seulement 85% en zone urbaine. 85%. Donc il y a 15% de zones urbaines qui ne sont pas électrifiées. Et quand ces villages, ces zones rurales, c'est peut-être 60%. Alors ces manquements basiques font partie de l'économie. Effectivement. D'où l'argument d'une certaine frange de la population, les infrastructures ne se mangent pas. Mais voilà, ne se mangent pas, mais c'est un appui conséquent de l'économie. Parce que la mobilité en soi est un facteur de vitesse. Exactement.
Hein, vous voyez un travailleur qui arrive le matin vite, il n'est pas fatigué. Mais s'il arrive en retard, dans des embouteillages, il est fatigué, le temps de prendre son café, de se reposer, il perd au moins 1 heure dans son bureau. Donc, on n'a rien contre, en fait, Et cela impacte sur la productivité de l'entreprise même, qui est en elle-même actrice de l'économie. Prenez par exemple un secteur comme le secteur culturel. Quand Wade a mis le Grand Théâtre, mais chaque acteur qui entre là-bas peut sortir riche, 20 millions. On l'a vu avec les soirées d'anniversaire, avec Sorano par exemple. Sorano, je crois que c'est 500 places. Bon, tu sortais avec peut-être 3 millions. Mais pour vous dire que dans toutes les dimensions, culturelles, sportives, routières, on a besoin de ces choses-là. Sauf que, quand nous sommes en économie, il y a des maîtres mots. Exactement. Des préalables à avoir. Il y a ce petit mot opportunité. Il y a le petit mot rationalité. Donc, quand c'est opportun, tu le fais, c'est très bien. Mais très souvent, on le fait sans aucune rationalité. C'est-à-dire que ça peut être excessivement cher, nécessaire, mais pas quand même ça. Donc, des investissements de prestige, par exemple. Je prends un exemple de terre. Bon, de l'autre côté, il est bon pour une certaine mobilité sur cette zone-là. Ça ne court pas Dakar, ce n'est pas très grave. Mais on aurait dû faire un train. Pourquoi pas. De 200 milliards. Alors qu'on en a financé avec... Tu ne peux pas faire un train rapide sur 35 km avec 10 arrêts. Où est la rapidité? 10 arrêts. Donc, quand on dit, on va mettre un train, moi, on m'appelle, on me présente de terre, on me présente un train normal, mais climatisé, parce que le dernier train bleu que l'Inde avait donné à Wade était climatisé. Donc, on peut avoir un train climatisé qui n'est pas un terre, mais qui est un train ordinaire, mais qui coûte 200 milliards. Donc, vous voyez, l'orientation, de façon globale, de la politique économique de tous les régimes a été simplement de nous faire des investissements de prestige à grande échelle, pour présenter un bilan politique souvent. Voilà, qui ne sont pas trop structurants. Parce que des stades, c'est vrai, on en a besoin aussi, parce que ça, c'est le domaine sportif. Mais quand vous mettez un lambeau là, je ne sais pas, avec 4 luttes par année ou 5 combats, fatalement, il n'y a même pas cette rentabilité. Économiquement, ce n'est pas rentable par rapport à l'investissement. Bon, bien que c'est nécessaire, parce qu'ils font partie du jeu. Il faut, en Wolof, on dit mbam gat na wane ci jur gi la bokk. Exactement. Bon, c'est nécessaire, on n'a pas dit le contraire, mais il y a quand même, il y avait un espace où on pouvait le faire sans beaucoup dépenser. Parce que les autres priorités nous attendent. Il y a l'eau qui manque, il y a l'électricité, je l'ai dit tantôt. Et peut-être après Babacar, je reviendrai sur aussi le mot que tu as utilisé, quelques priorités. Mais globalement, disons que nous je ne dis pas saboter, mais les différents n'ont pas été à la hauteur. Exactement. En tout cas, les citoyens sénégalais ne sont pas contents. Il n'y a pas une économie sociale véritable. Non, ils sont fatigués aussi. Ils sont fatigués. Et ça suffit pour dire que le bilan est forcément mitigé. Alors que, Babacar me le rappelait tout à l'heure hors antenne, les fonds, nous on n'a pas un problème d'argent. On n'a pas un problème de fonds. Exactement. Nous avons simplement un problème de vision. Gestion financière même, et nous allons revenir beaucoup plus spécifiquement sur la gestion financière. Mais Babacar, dites-moi, vous, votre appréciation d'un bilan économique de la gouvernance de Macky Sall. Il y a tellement de plaisir à écouter le professeur que je ne voulais même pas Exactement. Bon, ce qu'il a dit, c'est un peu cela, mais juste une question, c'est Yonou Yokote, c'est lui qui a répondu d'abord, en disant que Yonou Yokote, Sénégal Yokoul. Il a changé pour mettre le plan Sénégal émergent. Donc la grande question, est-ce qu'on est émergent jusqu'à présent?
On tend vers, en tout cas, selon... 2035, c'est ça la projection qu'on avait fait. Mais comme le professeur l'a dit, le Sénégal n'est pas difficile à manager sur le plan économique. Parce que nous avons les ressources qu'il faut et nous avons une bonne signature, entre guillemets, comme on a l'habitude de le dire. Exactement. Mais de 2012 à nos jours, ce qu'on a constaté, c'est juste un tâtonnement économique. Ça, c'est le raisonnement que je donne à ça. C'est-à-dire qu'on constate que nos dirigeants n'ont pas une politique, une vision économique, mais ils font de ce qu'on appelle du tâtonnement économique. Exactement. Et réagir à une situation présente. C'est ça qui a fait qu'on a quitté le Yoonu Yokkute qui n'a pas marché. Ils ont amené un plan Sénégal émergent, c'est-à-dire un plan standardisé, donc, qui a été amené dans pas mal de pays africains. Au Sénégal, on a voulu donc retoucher un peu le plan et aujourd'hui, ça a donné ses résultats. Maintenant, le PAP 1 n'a pas été évalué comme il le fallait, parce qu'aujourd'hui, quoi qu'on puisse dire, si on fait donc le cumul de 2012 à 2019, c'est à 2019, je pense, pour le PAP 1, c'est 4 ans, je pense, c'est de 2000... C'est 5 ans, oui. Donc, 2012 à 2019, exactement. Si on fait le cumul de la croissance... Non, c'est 14-18. C'est 14-18, oui. 18-22. Oui. 14-18... si on fait donc le cumul de cette croissance, on est à 29 et quelques. Donc pour dire que la croissance est trop moyenne, en fait, trop petite. Donc pour un plan qui a regroupé énormément de ressources, donc pour dire qu'il n'y a pas d'impact au niveau de la société. Vous savez, le régime de Macky Sall, ce que j'ai retenu, il aime trop les chiffres. Les taux de croissance. Et ça, c'est une appréciation quantitative. Alors que nous, dans nos économies, on a besoin d'une appréciation qualitative. C'est-à-dire le bien-être des populations. Exactement. Comment les populations vivent avec cette croissance. Bon, cette croissance, on peut la comprendre d'un point de vue dans la mesure où notre croissance n'a pas été supportée par les nationaux. Nous avons une croissance extravertie. De 1960 à nos jours, bien vrai qu'ils vont me dire que nous avons hérité de la situation économique de notre pays, mais on les a élus pour qu'ils puissent créer un déclic, n'est-ce pas, opérer une révolution dans le système. Par rapport à ça. Mais on a constaté qu'ils sont toujours dans les projets de prestige, à travers les routes, etc. Donc, alors que nous, ce qu'on a réel besoin, c'est le bien-être, un plateau médical, n'est-ce pas, l'enseignement, la santé, etc. Ce sont ces choses-là où le président Macky Sall a carrément échoué. Maintenant, pour ne pas être nihiliste, il y a eu des réalisations qu'il a eu à faire. Maintenant, il y a certains économistes que je dis, moi, entre guillemets, pas sérieux, que le mot sérieux est trop fort, mais que je dis parfois des économistes qui disent en fait, qui parlent de stabilité. Mais nous sommes protégés par un... comment dire, pas un syndicat, je n'allais pas dire syndicat, mais nous sommes dans une communauté, comme la CEDEAO, l'UEMOA, etc. Il y a des critères de convergence qui nous protègent par rapport à certains dynamismes économiques. Donc ça, ce n'est pas des prouesses, mais ce sont des évidences économiques qui nous empêchent de pouvoir franchir certaines lignes rouges. Avec cette Covid, on a vu que notre économie était excessivement vulnérable. Et ça, c'est supporté, comme vous l'avez dit, par des entreprises qui ne sont pas détenues. C'est dû à quoi manque d'une politique ou une volonté d'endogénéiser carrément notre économie. Parce que dans nos types d'économies, nous avons des économies excessivement faibles et vulnérables sur le plan étranger. Parce que s'il y a un choc externe, forcément nos économies sont carrément à plat. Cela est dû à une économie de marché, une économie qui est régulée par l'offre et la demande. Et on n'a pas jugé nécessaire de pouvoir créer ce déclic-là et orienter le budget vers ce qu'on appelle les secteurs prioritaires comme l'agriculture, la pêche, etc. Et ça qui a fait aujourd'hui, quoi qu'on peut dire, pour un économiste, le bien de Macky Sall, carrément, est une catastrophe sur le plan économique. Exactement. Vous avez des convergences de points de vue sur cette gestion économique du président Macky Sall. Mais Maïssaba, vous avez parlé d'un problème de gestion ou bien d'orientation des ressources au-delà. Comme Gaï l'a dit, la signature de notre pays est bonne. Où se situe ce problème au niveau des orientations budgétaires? Qu'est-ce qu'il faut financer et qu'est-ce qu'il ne faut pas financer, par exemple? Oui, c'est en fait le programme que le régime décline. Chaque régime, Babacar a parlé effectivement du début de ce régime avec Yoonu Yokkute. Je crois que c'était un programme, en tout cas alléchant, parce qu'on l'a vu lors de la campagne. Et tout le monde était d'accord. Ce n'était pas prétentieux et ça répondait aux aspirations réelles, immédiates. Voilà, très sérieux. Mais qu'est-ce qui se passe? 1 an, 2 ans après ou 1 an, comme il l'a rappelé, on nous impose. Et c'est un cabinet américain, le Boston Consulting Group, je crois. Avec tout ce que ça a coûté. Qui a fait ça. Bon,
dans les près de 2-3 milliards. 2 milliards. 2 milliards. Mais c'est un programme standardisé. Vous le trouverez au Gabon. Vous le trouverez au Gabon, en Côte d'Ivoire. Chacun a son plan émergent. C'était à la mode autant. Donc, cela veut dire que nous ne sommes pas allés dans ce qu'il a appelé endogéniser un peu notre propre voie de développement. Parce que ça ne s'apprend pas. Hein. Écoutez, il n'y a aucun livre économique dans le monde où on va vous dire voilà comment il faut se développer. Qu'on va appliquer. Non, parce que les réalités ne sont pas les mêmes. Exactement. Il y a des avantages comparatifs dans chaque pays. Chaque pays a ses avantages et ses défauts. Et maintenant, c'est dans la correction après les indépendances. Et c'est le sens de ma question. Est-ce qu'on n'a pas raté le soubassement de ce qui devait être l'économie sénégalaise? Justement, parce que moi, à l'école, d'abord en seconde, première, terminale, quand on faisait un peu d'économie, on nous disait échange inégal. Et on avait compris, nous, en tant qu'élèves seulement, même pas en étudiant, on avait compris que l'échange inégal, c'était oui, on prend toujours, les Toubabs viennent prendre nos matières premières, les amener 2 kg de cacao qui reviennent avec 1 kg de chocolat, alors que là-bas, c'était peut-être 400 francs ou 300 francs, et ça nous revient à 1000 francs. Donc, ça, tout le monde l'a compris. Et donc, pourquoi, la question centrale, c'est pourquoi on attend encore, parce que je dis encore, cette année, le gouvernement, par exemple, vient de décréter plutôt l'agriculture, la souveraineté alimentaire. Oui, souveraineté alimentaire. 60 ans. L'objectif. Avant lui... Alors que Goana est passé par là. Avant lui, la Goana. Mais la Goana était aussi bonne. Mais c'était un échec aussi. En fait, Abdou Diouf avait son... plan nouvelle politique agricole, nouvelle politique industrielle. Abdou Diouf avait des nouvelles politiques. Donc, chacun y va avec un peu des slogans. Mais, ce qu'il faut retenir, c'est que il y a une question de fond. Sommes-nous aussi libres? Une économie souveraine, vous voulez dire? Non, politiquement. Sommes-nous aussi libres qu'on le pense? Certainement pas avec les institutions de Bretton Woods qui nous imposent une manière de faire. Voilà, de retirer, par exemple, récemment, le conseil qui avait été donné au Sénégal, de retirer les subventions alors que cela serait senti par les mais ça, c'est la seule recette. D'ailleurs, du FMI. Il n'y en a pas de... C'est vraiment des quantitativistes, comme il l'a dit. Et malheureusement, sur le plan de la démarche qualité, on ne commence pas par le commencement, le b.a.-ba de l'économie. Mais c'est manger, boire. Et manger, boire, ça ne coûte pas autant qu'un terre, 1000 milliards, tu l'aurais mis dans l'agriculture. On aurait sauvé non seulement la vulnérabilité, parce qu'on va atteindre forcément la souveraineté. C'est sûr. Peut-être qu'il faut maintenant en rajouter même 1000 autres milliards, pourquoi pas. Vous allez mettre dans cette agriculture-là au bas mot 2000 jeunes. 2 millions, excusez-moi. 2 millions de jeunes. Toute cette exode rurale. Oui, mais toute cette exode rurale, c'est des gosses qui sont dans des villages à ne rien faire. Après les petits 3 mois de pluie, ils n'ont plus rien à faire et ils reviennent. Donc, en fait, c'est un link, hein, attention. Cette mauvaise approche, parce qu'un stade, c'est 5 personnes qui vont travailler là-bas, une autre APH, c'est peut-être 30 personnes qui vont travailler là-bas. Alors que si c'était l'agriculture, la pêche, on aurait mis 2 millions de personnes. Donc, si vous ratez ce coach-là, les 2 millions de personnes qu'on devait injecter dans l'agriculture, 1 million dans la pêche, mais ces 3 millions de gosses vont se retrouver dans la rue et deviennent des marchands ambulants. Donc, le chômage s'explique. En fait, la création d'emplois ne se décrète pas. L'emploi ne se décrète pas. Ça passe forcément par... Voilà, ce sont les rouages économiques. C'est le dynamisme économique qui crée l'emploi. Et si notre taux de croissance était endogène, c'est-à-dire que la croissance, c'est toi, moi et Babacar. Si chacun avait, toi une pâtisserie, lui une boulangerie, et moi peut-être des taxis. Mais si ça marche, la croissance est positive. Mais celui qui a une pâtisserie, mais il va ouvrir une deuxième pâtisserie. C'est sûr. Une boulangerie, il va ouvrir une deuxième boulangerie. Et l'impact quand tu ouvres une deuxième, mais personne ne va te dire tu vas recruter. Donc, c'est en fait ce dynamisme économique-là qui est
en fait, qui doit promouvoir l'emploi. Malheureusement, c'est le statu quo. Il n'y a que les services qui marchent, banque, assurance, bon voilà. Les industries, c'est des mines et des trucs, bon voilà, là c'est peut-être 5 000 personnes dans chaque mine, et c'est fini. Et ces entreprises, malheureusement, ne croient plus. C'est-à-dire qu'elles ont atteint leur apogée. Si vous prenez un exemple, je ne veux pas citer de banque, pour ne pas faire de publicité, mais j'ai vu une banque qui est en train, qui a fait ici depuis qu'on est né, elle était là, elle est française, mais qui est en train de réduire son personnel. Mais oui, parce que cette banque a fermé l'agence de Diourbel. D'accord. Et je suis certain qu'elle est encore en train de fermer certaines. C'est-à-dire qu'au lieu donc d'avancer, beaucoup de ces entreprises qu'on cite, y compris même le téléphone, ont atteint leur niveau maximum de développement. Elles sont aujourd'hui dans une courbe à peu près descendante. Et malheureusement, c'est elles seules qui supportent toute l'économie sénégalaise. Mais voilà, mais elles sont dans une courbe descendante parce qu'il y a de nouveaux métiers. Avec l'Internet, avec tous ces nouveaux métiers. Mais le téléphone, l'Internet, bientôt, ces gens-là n'auront plus cette manne financière qu'elles auront. C'est sûr. Donc, je veux simplement dire que l'échec, c'est nous. Franchement, c'est nous. Les politiciens croient qu'ils ont des solutions, mais ils n'ont pas de solution. Ils viennent, on leur donne un département, mais je crois qu'on ne les évalue pas, en fait. Tout ça. Et ça, c'est problématique. On ne les évalue pas. Ministre, pendant 4 ans, on te renvoie du ministère, et puis il n'y a rien, quoi. Il y a des ministres dont les gens ne se rappelleront jamais le nom. Parce qu'ils n'ont jamais fait dans le domaine quelque chose que l'histoire va retenir. Exactement. Et d'où la Moi, souvent, je me demande même, mais les budgets qu'on vote à un ministre là, mais avant la fin de l'année, vers le mois de novembre, mais chaque ministre devait faire une conférence de presse et dire que par rapport à tel poste, voilà ce qu'on a fait, par rapport à tel poste, voilà ce qu'on a fait. Malheureusement, ça c'est des efforts politiques que l'on devra faire. Mais Babacar, est-ce qu'on peut aussi se fier à l'image que le professeur Maïssa Babou vient de peindre du Sénégal économiquement, si l'on voit tous ces investissements opérés par le pouvoir en place, notamment le TER, BRT, toutes ces routes, ces subventions, ces créations d'emplois, entre autres, est-ce que le Sénégal aussi se résume à l'image que vient de donner le professeur? Évidemment, le Sénégal se résume à ça. En fait, l'économie, ce n'est pas une réalité politique. La réalité économique n'est pas la réalité politique. Exactement. Vous savez, quand on parle de développement, d'abord, il y a ce qu'on appelle le schéma éclair. C'est le secteur primaire, le secteur secondaire. Ça, c'est le schéma en fait. Pour le secteur primaire, c'est l'agriculture, la pêche, etc. et l'élevage, donc on peut dire. Maintenant, eux, ils vont essayer d'impacter notre économie. Le résultat va être renvoyé au niveau du secteur secondaire qui va passer au niveau de la transformation. Maintenant, c'est ce secteur secondaire qui va créer ce qu'on appelle la chaîne de valeur. D'accord. Donc il y a une chaîne de valeur. Si vous prenez le secteur primaire jusqu'au secteur secondaire, c'est une chaîne de valeur. Maintenant, les Sénégalais vont se retrouver dans cette chaîne de valeur-là. Ce qui va régler le problème de l'immigration clandestine. Donc vous avez vu maintenant, récemment, j'ai lu un article que 300 000 perdus, 90 seulement qui sont perdus en mer. C'est juste pour aller rechercher ce qu'ils ont dans leur propre pays. Parce que nous avons nos terres. Il y a des efforts qui sont consentis par l'État avec la DPME, l'APIX, beaucoup d'organisations, il y a la DER même. Non, nous allons revenir sur ces organisations pour montrer le manque d'utilité de ces organisations. Parce que nous avons une économie assez particulière. Nous allons y revenir. Mais juste pour terminer sur ce point, quand vous avez un secteur primaire et que ce secteur primaire soit fort, et qu'il y ait une production interne assez forte, donc ça va engager davantage de personnel parce qu'on en aura besoin au niveau de la transformation. Donc au niveau de la transformation, il va polariser pas mal d'emplois et les jeunes n'auront pas à chercher parce qu'aujourd'hui, l'arachide qu'on a ici, si on termine donc de récolter, sont les Chinois qui vont venir prendre ça et sont nos propres sœurs et propres fils qui vont aller rattraper ce poisson, cette comment dirais-je, cette arachide-là, pour entrer dans les usines pour les faire des transformations. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, on peut polariser carrément au niveau de la jeunesse. On peut avoir énormément de choses là-dessus. Mais je pense qu'il y a un problème de volonté politique. Et cette volonté politique, vous savez pourquoi il y a un problème? Parce que c'est à travers l'endettement.
Parce qu'on ne quémande pas. Et nous, nos politiques ont l'habitude de quémander. Maintenant, par exemple, mobiliser des fonds. Un président va vous dire, bon, je peux régler ton problème sur les salaires à hauteur de tant de milliards, mais en contrepartie, j'ai une entreprise qui est là. Moi, dans mon pays, tout est parfait. Mais cette entreprise risque de tomber en faillite. Si en tombant en faillite, il y a beaucoup de, entre guillemets, Français qui vont aller en chômage. Ce que j'aimerais, c'est que tu crées un marché pour cette entreprise-là, en contrepartie de ce que je vais te donner. C'est ce qu'on a vu avec la construction du entreprise qui allait en faillite, qu'on a donné ce marché juteux. Oui, ce sont ces compromis que l'État sénégalais est en train de faire. Maintenant, est-ce que sur ce que vous dites, le secteur primaire et tertiaire, est-ce qu'il n'y a pas une responsabilité des populations sénégalaises? On a vu des instruments mis en place par l'État du Sénégal, je l'ai dit tout à l'heure, l'ADER et ses institutions de financement. Est-ce que ce n'est pas la population aussi qui ne suit pas cette dynamique impulsée par l'État du Sénégal? Vous savez, après le secteur primaire, le secteur secondaire, il y a ce qu'on appelle un secteur privé fort. C'est-à-dire qu'il faudrait avoir un secteur privé national compétitif sur le plan international. Mais ce qu'on a constaté, c'est que nous, on n'a pas un secteur privé national. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Aujourd'hui, l'État n'est pas trop liquide. Est-ce que vous voyez un peu? Et il y a des marchés où on a besoin de préfinancer. Et ici, nos banques, il n'y a aucune banque qui nous appartienne. Par exemple, pour un Français, les microcrédits que nous connaissons. Pour un Français, il y a des banques françaises qui sont là, prêtes à accompagner le secteur privé national pour l'obtention de certains marchés internationaux. Même les Marocains ont des banques qui les appartiennent. Donc, si vous allez en Turquie, il y a des banques. En Chine, il y a des banques qui les appartiennent. Mais nous, on n'a pas de banque prête à accompagner notre secteur privé national pour être compétitif. C'est ce que l'on tente de faire avec la BNDE dirigée par... Mais la BNDE, il n'y a pas de résultat en fait. Il n'y a aucun résultat avec la BNDE. Maintenant, en les places, ils ont mis le DER, fonds GIP, les fonds 6. Bon, d'ailleurs, moi, je ne suis pas trop d'accord avec le fonds 6 parce que moi, je dis, pour avoir un fonds, il faut avoir un excédent. Et nous, on a un problème de déficit et on va créer des fonds. Parce qu'en fond, on dit qu'il y a un excédent, on prend cet excédent, on le calque quelque part pour dire qu'il y a un fonds qui va un peu aider s'il y a un problème de déficit. Mais nous, on a un problème de déficit et on va créer des fonds. Ça, c'est le problème majeur. L'autre problème, c'est l'orientation de ces fonds. Nous tous, bien vrai qu'ils ont refusé cette affirmation, mais nous tous, nous savons que l'orientation de ces fonds a des buts, certains des buts politiques et partisans. Parce qu'il n'y a pas un Sénégal lambda. Moi, c'est vous qui nous posez la question, mais je vais vous poser la question. Est-ce que vous connaissez un jeune qui a été financé par ces instruments-là? On en a souvent avec les reportages de ces institutions-là. L'ADER qui communique souvent sur ses financements, financer des jeunes sur la boulangerie. Oui. Moi, personnellement, je n'ai pas rencontré quelqu'un qui me dit qu'il a été financé par ces instruments. Autre chose, ce sont des fonds qui nous appartiennent. Pourquoi il n'y a pas eu évaluation des fonds qui ont été financés par ces jeunes-là? Où ces jeunes en ont actuellement? Parce qu'on ne peut pas prendre un jeune et lui donner 5 millions sans formation préalable. Comment il va faire avec ces 5 millions-là? Donc, est-ce qu'il y a une évaluation qu'on a fait de ces fonds qui ont été attribués à DER pour dire que tant de jeunes ont été financés, voici le résultat, et ces jeunes-là ont recruté pas mal de jeunes pour qu'on puisse avoir un effet d'entraînement. On ne le voit pas. Exactement. Alors, M. Babou, au-delà de cette pression qu'on pourrait recevoir des institutions de Bretton Woods, pourquoi on a ce souci-là d'orientation des priorités, alors que voilà, le Sénégal ne manque pas d'économistes, des gens qui peuvent orienter nos ressources et au-delà, que cela soit bénéfique pour les populations? C'est pourquoi j'avais dit, je disais tantôt, j'ai posé une question, est-ce que nous sommes libres? On peut remarquer que si vous demandez un financement international, si c'est un TER, si c'est un BRT, si c'est un pont, mais qui seront forcément donnés à des entreprises étrangères, le financement est automatique, tu l'auras. Mais que très souvent, si tu demandes à monter une université, tu peux ne pas l'avoir. Si c'est pour financer ton agriculture, tu peux ne pas l'avoir. C'est le combat que mènent des institutions ou bien des organisations comme le C50PN dirigé par un certain Abdoulaye Sylla des Hauts-Trans. Voilà. Maintenant, il faut du caractère. Parce que le FMI ne va pas nous dire ne touchez pas à l'agriculture, au secteur primaire, non. Mais tu peux le faire avec tes fonds propres. C'est ce qu'il y a là les moyens.
Nous sommes devenus un grand pays, avec beaucoup d'argent en termes de fiscalité et de redevances de je ne sais quoi là. La dernière déclaration du président Macky Sall lors du forum Invest in Sénégal, Macky Sall l'a dit, hein, les taxes, l'impôt, quasiment personne ne paye. Mais parce qu'ils ont accordé trop d'exonération. D'accord. Et bon, souvent c'est du copinage ou bien de la politique. Mais je veux dire simplement que, en fait, les freins peuvent ne pas être trop ce qu'on pense. Moi, je crois qu'injecter 300 milliards par année dans la santé pour un plateau médical sur 3 ans, c'est faisable. Injecter 300 milliards dans l'agriculture pendant 4-5 ans, c'est faisable. On n'a pas dit tout de suite et maintenant. C'est une stratégie. Injecter 200 milliards dans la pêche ou dans l'élevage, 3-4 ans, mais c'est faisable. Si tu prends tout ça, ça ne fait pas 1000 milliards d'intervention dans des secteurs stratégiques, avec les effets d'entraînement. Parce que si tu n'as pas un secteur primaire, tu n'auras jamais de secteur secondaire. C'est sûr. Le secteur secondaire de transformation agro. Mais si tu n'as rien à transformer, 50 000 tonnes d'anacarde. Si tu implantes une usine, mais l'usine va consommer au moins 10 tonnes par jour. C'est sûr. Et en 10 jours, on te dira que la production... la matière donc, première. Autant exporter ça. Mais pour dire que, en fait, normalement, on a les moyens. Bon, il faut maintenant aussi avoir le caractère et le courage d'aller vers la souveraineté. Parce qu'on n'a aucune capacité actuellement de résilience. Il y a une guerre en Ukraine, on a des problèmes. Il y a Covid, on a des problèmes. Zéro résilience. On nous dit que oui, les stocks à manger dans ce pays-là, c'est souvent pour 3 mois. Mais c'est des stocks aussi importés. Donc, vous voyez cette vulnérabilité-là? Maintenant, il nous faut nous protéger nous-mêmes. Et nous protéger nous-mêmes, c'est justement aller dans la production, massivement. Parce que le mot émergence, ce n'est pas le mot développement. C'est en termes sectoriels. Les Bangladesh, le pays émergent là, très souvent qu'on cite, j'ai oublié le nom, même les Pakistanais, etc. Mais c'est des gens qui ne vont jamais en Europe se soigner. L'Inde est un pays sous-développé comme nous. L'Inde, on peut le qualifier de pays à la recherche de l'émergence. Mais l'Inde a les meilleurs médicaments au monde. L'Inde n'a pas peut-être plus de pauvres. Mais au moins dans des secteurs, quelques secteurs, où des pays sont souverains. C'est-à-dire que si on parvenait à avoir, nous, des plateaux médicaux, parce qu'on a peut-être parmi les meilleurs médecins au monde, mais le Sénégal serait au moins émergent dans le secteur sanitaire. Évidemment. Et ça, c'est pas encore le cas. Mais c'est faisable. C'est-à-dire que pourquoi c'est faisable alors que dans ce pays, on meurt parce que simplement, on a un mal de tête qu'on ne peut pas soigner. Mais vous parlez de souveraineté financière. Est-ce que c'est faisable aussi dans un pays où les gens ne payent pas l'impôt, ou par exemple, au-delà des recettes douanières, où c'est la seule ressource qui devrait supporter notre investissements? Ça, c'est le travail de qui? Il y a tout un secteur dans l'administration qui s'appelle impôt et domaine. Ils n'ont qu'à le faire. Le Sénégalais aussi a une part de responsabilité. Oui, on n'a aucune part de payer nos impôts. Non. À part nous, aux autres salariés. Les Sénégalais n'ont aucune part de responsabilité dans ça. Moi, je travaille, on coupe mon salaire. Je vends des gâteaux tchaf dans la rue, ils n'ont qu'à m'amener un ticket de duty, je paye, ou bien on enlève la table. Ceux qu'ils ont exonérés là, c'est leurs copains. Souvent, c'est vu dans le secteur de la presse surtout. C'est un problème de copinage. Il y en a qui payent, il y en a qui ne payent pas. Ça, c'est leur problème. Maintenant, quand on fera table rase de tout ça, j'ai dit, on a les moyens internes, pas de nous développer tout de suite, mais au moins de faire les premiers pas vers une souveraineté. Moi, c'est quoi 300 milliards dans la santé en 3 ans? 300 milliards. On attend du pétrole peut-être 600, 700 milliards. Exactement. Mais ces ressources de pétrole, on ne doit pas les engloutir dans un budget. Ça va disparaître. Les ressources sont annoncées, le premier baril par Sophie Gladima, le ministre du pétrole et des gaz. 2024. Début 2024, fin 2023. Mais voilà, ils avaient annoncé 2023. Chaque année, ils nous donnent une date. Donc, ce n'est pas important.
moi je dis, à défaut de pouvoir tout faire nous-mêmes, nous, on va faire tempo. On n'est pas contre un crédit. On n'est pas contre le fait d'avoir des partenaires financiers. On n'a rien contre. Mais vous savez, le piège se trouve dans l'appel d'offres là. Comment ça s'appelle là où on fait RMP? L'ARMP qui est devenu, ça a été modifié récemment. Dirigé toujours par Saher Niang, quelqu'un déjà qui a fait 11 ans, qui est aujourd'hui à la retraite et pourtant reste au poste. Paraît-il. Mais quand Wade mettait ça, ce sont les institutions qui ont dit la bonne gestion des finances publiques. Donc on a mis une structure qui veille sur toutes les commandes publiques. Venez ici, on va regarder. Ça, c'est salutaire. Donc, quand on met ces outils-là, ils ont inclus une chose qui ne nous arrange pas. La compétitivité de nos entreprises. C'est ça le problème. C'est-à-dire que c'est ouvert. L'appel est international. Au point que quand il y a des gens qui savent faire des routes au Sénégal, mais au lieu de dire non, l'appel sera simplement un appel sénégalais, la Banque mondiale ne finance pas. Exactement. Donc c'est là où se trouve le piège. Deuxième chose. Et ça handicape automatiquement nos entreprises. Mais voilà, deuxième chose, locales. on n'a pas protégé notre économie. Parce que les gens, ils viennent à 100% s'installer, 100%. Les sociétés de droit sénégalais. Même si c'est de droit sénégalais, c'est 100% iranien ou bien 100% français. Tu comprends? Et là, il fallait protéger notre économie. C'est-à-dire qu'on veut bien, venez les gars investir, mais vous ne pouvez pas dépasser 50%. Forcément, d'abord Mauritanie. L'initiative existe au Sénégal. Tu ne peux pas le faire en Mauritanie. Le 550 PM, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ça leur combat. Dans un pays du Maghreb. 50% de préférence nationale, c'est exactement le terme qu'ils utilisent. Tu ne peux pas investir dans aucun pays au Maghreb 100%. Exactement. Donc, ça c'est une économie qui dans d'autres pays, même un étranger ne peut pas avoir... nous sommes en train de vendanger. Quand on n'a pas les banques, quand on a zéro assurance, quand on a zéro même supermarché aujourd'hui. Mais finalement, nous Sénégalais, on est propriétaire de quoi? Exactement. Mais de rien. Justement, c'est rien. Justement, les recettes douanières et les taxes, comme je l'ai dit tout à l'heure, Gaï, quelle est l'autre ressource que dispose le Sénégal pour au moins des rentrées d'argent au-delà des taxes qu'on peut avoir sur l'impôt et au-delà des recettes douanières? Est-ce qu'on a une économie sénégalaise existante où l'État peut tirer des fonds? Aucune recette, ressource autant pour moi. À part la recette fiscale, le Sénégal ne peut pas avoir autre ressource en fait. Vous savez, même ces recettes douanières dont on parle, si un pays veut se développer réellement et que ce développement soit sérieux, les recettes douanières doivent être carrément en baisse. Et les recettes fiscales vers le haut. Exactement. Parce que des recettes douanières carrément vers le haut, ça signifie que le pays ne fait qu'importer en fait. Le paradoxe, c'est qu'on se glorifie des recettes et ça, c'est dangereux. Par exemple. Ça, c'est dangereux parce que lorsqu'il y a des recettes douanières carrément vers le haut, ça signifie qu'on ne fait qu'importer. En termes d'exportation, il n'y a rien du tout. Donc, ça montre carrément notre fragilité ou bien notre vulnérabilité par rapport à notre économie. Et je pense que tout à l'heure, le professeur a cité ça par rapport à ces institutions de Bretton Woods. Vous savez, que ce soit le mécanisme de facilitation élargie de crédit, le mécanisme élargi de crédit ou bien la facilitation élargie de crédit, ce n'est pas bon du tout. Je salue notre grand frère Khadim Bamba Diagne qui disait que avoir FMI chez soi, c'est comme avoir donc une ambulance devant son voisin. Est-ce que tu vas rester chez toi pour dire que il y a de la paix dans cette maison-là parce que tu as vu des ambulances et des secouristes qui arrivent? C'est le même cas avec le Sénégal. 1150 milliards pour financer quoi exactement? Quel a été le cahier de charge? Quelles sont les conventions que le Sénégal a signées avec le FMI pour recevoir donc ces deux mécanismes, que ce soit le mécanisme élargi de crédit ou bien la facilitation élargie de crédit? On ne nous a pas été informés sur ces éléments-là. Et nous, le FMI, nous savons tous que le FMI ne peut pas développer un pays. Jamais, plus grand jamais. Parce qu'eux, ils sont là pour nous rendre davantage pauvres, dépendants d'eux. Et je pense que le déclic devait être cela. Comment faire
pour qu'il y ait une souveraineté alimentaire. Et pour ce faire, c'est facile. On va passer à une consommation de substitution. Lorsque ce Covid est arrivé, c'était l'occasion de tirer la sonnette d'alarme. Et pourtant, c'est le discours que tenaient les pouvoirs publics. Mais ils n'ont pas appuyé sur les leviers qu'il fallait. Parce que là, on parle de consommation de substitution. Sur notre table de petit déjeuner, tout ce qu'on mange ne vient pas du Sénégal. Exactement. Bon, pourquoi pas à la place du pain, on pouvait mettre du fondé ou quelque chose du genre. Pour que ça soit beaucoup plus endogène, ce qui nous permet d'avoir une économie tenace et non pas vulnérable par rapport aux chocs externes qui vont nous secouer. Donc l'autre phénomène, c'est l'orientation que nous avons. Parce qu'au Sénégal, quand un ministre nous dit que beaucoup de gens critiquent la tertiarisation de l'économie, ils n'ont pas compris. Parce qu'il nous dit, c'était le ministre du Commerce, quand il dit que la tertiarisation, c'est la tendance partout dans le monde. Il a raison, certes. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que la tertiarisation dans les autres économies, eux, le secteur tertiaire les appartient. Exactement. C'est ça qu'il n'a pas compris, le ministre. Alors que nous, c'est... Oui, c'est-à-dire que nous, le secteur tertiaire ne nous appartient pas. Donc pourquoi tertiariser notre économie? Donc vous voyez, quand un ministre de la République fait ce genre d'erreur et de façon officielle, on ne peut pas s'attendre à une économie endogène ou bien une économie qui va sortir des Sénégalais de ce genre de situation. Exactement. Et nous sommes dans la tribune du mardi. Souvent, la critique qu'on peut faire à vous, les économistes, c'est que vous n'utilisez pas des termes accessibles aux Sénégalais lambda, tertiarisation de l'économie pour dire que ce sont les banques, les télécommunications. Oui, les banques et les télécommunications. Et je pense que... avec l'arrivée, le professeur Maïssa a beaucoup fait sur ce point-là. C'est-à-dire avoir un débat à bas échelle pour les profanes. Il l'a énormément fait. Pour dire vrai. Pour le Sénégalais non initié. Oui, c'est-à-dire quand vous le suivez, vous n'avez pas besoin de sentir que c'est c'est de l'économie pure et dure. Mais vous comprenez les choses. Et je pense que c'est le rôle de l'économiste. Parce qu'il y a un économiste laborantin, qui est dans les laboratoires, lui, il ne peut pas parler. C'est sûr. Il est juste dans les laboratoires donc, pour rechercher quelque chose, etc. Mais il y a certains économistes qui savent parler des réalités économiques. N'est-ce pas? Et je pense qu'il a beaucoup fait sur ce terrain-là. Et le chantier continue. Aujourd'hui, ils n'ont pas été écoutés par les gouvernants, parce que ça ne les arrange pas. Ils ont les mains liées. Le prochain gouvernement qui va venir doit forcément avoir ce qu'on appelle un leadership politique pour créer ce déclic-là. Avec ces situations-là, les choses vont être toujours les mêmes. Parce que c'est la composition de notre économie qui n'est pas du tout assez forte, qui ne répond pas à nos réalités. Cette Covid, pourquoi on l'a senti, certes, mais pourquoi on ne l'a pas trop senti? Il y a l'économie domestique. Chez nous, on n'a pas senti que ce qu'on mangeait avait changé. Et pas mal de Sénégalais n'ont pas changé, qu'il y a des changements sur leur alimentation. Parce qu'il y a une économie domestique. Et eux, ils pensent que cette économie domestique, c'est une économie qu'on appelle un secteur informel. Et dans tous les programmes des partis politiques, ils ont mis un terme sexy en disant qu'il faut formaliser l'économie, le secteur informel. Est-ce que vous voyez? C'est juste un terme sexy pour dire qu'on passe à la formalisation. Et la chose qui a rendu notre économie assez spéciale, c'est ce secteur informel. Exactement. Oui, parce que le secteur informel aide même l'État. Oui, c'est l'entrée. Oui, c'est l'entrée. Ça aide l'État. Vous ne passez pas par là-bas, vous ne serez jamais celui-là. C'est l'entrée. C'est quoi? Donc, ça asperge énormément de jeunes. Aujourd'hui, il y a des non-diplômés, il y a des gens qui ne savent absolument rien faire. Aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose, ça marche. Ils disent, bon, dès demain, je commence mes activités. Ok, il est peinard, lui. Maintenant, nous, ce que nous avons fait, c'est l'accompagnement de ce secteur-là. À un certain moment donné, ils auront besoin, même eux, de se formaliser et pour avoir un certain nombre de marchés. Mais on ne peut pas à chaque fois nous brandir cet aspect-là pour dire qu'il faut passer vers une industrie, bon, pas industrialisation, mais disons une formalisation de secteur informel. Et ça fait un débat dans ce pays-là. Alors que l'urgence n'est pas là-bas. L'urgence, c'est de voir comment capitaliser notre secteur informel et comment rendre productif notre secteur secondaire. Et comment diminuer les recettes douanières et augmenter les recettes fiscales. Et la pression fiscale est assez bas. Assez bas. 18 voire 19, alors qu'on peut aller jusqu'à 25% de pression fiscale. Avec cette réforme de FMI, on a dit que cette pression fiscale va aller jusqu'à 20%.
Attendons pour voir. Mais quand même, il faut carrément toucher les niches. L'autre chose, je vous ai écouté parler un peu de la communication fiscale. Moi, je pense que le Sénégal n'a pas un problème fiscal. Nous avons un problème de communication fiscale. Malgré tous les efforts faits par la Direction générale des impôts et des domaines. Il est coupé à la sauce. Dans les universités privées, il y a 5% qu'on nous tire pour payer l'impôt. Maintenant, quand on voit maintenant un gars qui n'était absolument rien du tout, qui se blatte avec des 8-8 sur notre argent et qui voyage avec notre argent, vous pensez que le Sénégalais va accepter de payer l'impôt? C'est-à-dire c'est un problème d'orientation des ressources que nous avons. Un problème qui impose la réticence de, de payer l'impôt, parce qu'on ne peut pas comprendre. Aujourd'hui, on me demande de payer l'impôt. Et au niveau des routes, c'est une catastrophe. La fois passée, on a quitté Dakar le vendredi passé pour aller aux visites du Saloum, mais on avait plus de 3 heures de temps de route. De Dakar vers les îles du Saloum. Plus de 3 heures de temps de route. De Fatick à Ndakhunga, cette route est est-ce que vous savez qu'un manque d'infrastructures routières fait grimper le prix de revient des produits? Ce qui nous fait appel à ce qu'on appelle le pouvoir d'achat. Parce qu'eux, ils ne communiquent pas sur le pouvoir d'achat. Ils communiquent juste sur les PIB, etc. Mais il faut faire la comparaison, non pas au niveau de PIB de 2012 et PIB de 2018, mais faire la comparaison avec le pouvoir d'achat de 2012 d'un Sénégalais et le pouvoir d'achat de 2018 d'un Sénégalais. Et c'est ça, on peut faire la comparaison en termes de pouvoir d'achat. Pour voir, est-ce qu'il y a eu des effets d'entraînement des politiques économiques dans la population afin d'augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens. Exactement, et c'est ce que demandent justement les populations sénégalaises, ressentir les retombées économiques sur le panier de la ménagère. Professeur, nous sommes en train d'analyser la gestion financière sous Macky Sall. Au-delà des soucis d'orientation budgétaire de l'économie, est-ce que la gestion aussi sous Macky Sall n'a pas fait défaut? Combien de rapports sont sortis et ont impliqué des autorités qui ont mal géré les ressources économiques de ce pays? Bon, si on regarde les critères de convergence, déjà, nous sommes complètement out. C'est sûr. Pratiquement, je crois que c'était l'année dernière, il y avait en tout cas un rapport du FMI qui disait qu'on était à 76% de dette souveraine. Je crois que c'était l'année dernière. Alors qu'on ne devait pas dépasser les 70%. Maintenant, la réponse, c'est de dire, oui, enlever peut-être les démarrements de l'État. Voilà, nous sommes à 68, 65 dans tous les cas. On devait éviter même d'arriver à 60. C'est sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec 1650 milliards par année de service de la dette, le Sénégal est en train de rembourser 1650 divisé par 12. On abuse de la bonne signature de l'État du Sénégal souvent. Et plus de presque 120 milliards par mois. C'est trop. Donc, alors que notre économie journalière est de 9 à 10 milliards. Mais c'est ça, ça pose un problème. Donc si vous devez payer ce service de la dette 120 milliards, payer les fonctionnaires à peu près 120 milliards, mais ça vous fait au moins pour seulement 2 dépenses. Il n'y a pas encore les dépenses de fonctionnement. Carburant et autre chose. Il n'y a que salaire et ça. Même si Macky Sall a interdit mais c'est le fonctionnement. Ça dit que 300 milliards, 400 milliards de pression douanière et fiscale par mois. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Chaque mois, ils vont à la bourse prendre 75 milliards, 120 milliards, chaque mois, pratiquement. Vous les entendez aller prendre l'argent. Parce qu'il y a un problème de trésorerie. Donc, même si vous prenez le déficit budgétaire, je crois qu'il était établi à 6,1. Alors que le critère, le bon critère, c'est 3. C'est 3%. Si vous prenez l'indice de développement humain, l'IDH, mais le Sénégal, 170 sur 195. Nous sommes pratiquement parmi les derniers. Sur le classement, exactement. 170e. Si vous prenez la corruption, pour revenir à la bonne ou mauvaise gestion financière. Il y a le rapport de l'amnistie qui est sorti aujourd'hui. On n'a même pas besoin de rapport pour comprendre que tout ce qu'on a dit dans ces rapports, présumé détournement, n'a jamais été puni. Donc, il y a forcément à revoir, malgré nos instances de contrôle, parce que les instruments sont là. Mais qui ne fonctionnent pas à 100%. Voilà, on n'a pas des hommes pour les piloter. La justice devait s'autosaisir. On devait déconnecter la politique politicienne de ces choses-là, de la gouvernance financière. Surtout. Mais c'est le palais qui gère les dossiers. Quand on leur donne un rapport
il bloque ça. Mais jusqu'à quand? Depuis 12 ans, depuis que le président Macky Sall est là, on n'a jamais convoqué un grand chef pour nous dire... En tout cas, nous, bon, peut-être que ça se passe à août, mais on n'est pas au courant. Bref. Donc... Macky Sall l'a dit à Thiès, il y a un lycée qui a fait 7 ans de construction. Voilà, lui-même, il a vers Mour, je crois. Exactement, oui. Dias, je pense. Sandiara, quelque chose comme ça. Sandiara, voilà. Donc, pour dire que effectivement, puisqu'on n'a pas un problème réellement de fond, on a un problème simplement de conduite des projets. Conduite des projets, c'est ce qui avait retardé, je crois, Wade, qui avait lancé sa Guana. Et la Guana, à l'époque, je crois, ne coûtait pas cher, c'était dans les 400 milliards. Exactement. C'était donc du faisable. Mais puisque on n'est pas trop sérieux, parce que disons-le, mais ça c'est pas les Sénégalais. Beaucoup de fonds vont dans le fonctionnement même des institutions qui sont dédiées à... Mais il y a combien d'agences? Le président avait dit qu'il va... ça, c'était juste une ambition politique en cumuler toutes ces agences-là qui ont les mêmes fonctions. Ça sert à quoi? Ils ont presque... C'est presque des députés. C'est comme la caisse de sécurité... la caisse... L'Assemblée nationale. Non. Le Conseil économique, social et environnemental. C'est comme le Conseil économique et social. C'est vrai qu'une démocratie, c'est qu'une fois, comme une femme, il faut l'habiller. Hein, c'est nécessaire de faire certaines dépenses. On n'est pas contre une assemblée. On n'est même pas contre un bon conseil économique. Parce que le conseil économique et social devait être un conseil d'orientation et de conseil, comme son nom l'indique. Donner sectoriellement au gouvernement des réflexions. Et ces réflexions devaient être quand même... qui sont issus de la base, parce que c'est constitué de syndicalistes, de chefs d'entreprise. Voilà, en général, c'est des professionnels qui sont là-bas. C'est la constitution actuelle du Conseil économique, on voit les syndicalistes comme Oligiro. Qui dit des conclusions? C'est-à-dire que le Conseil... C'est toujours dirigé par un politique, souvent, c'est ça le malheur. Oui, mais si on avait bien utilisé les conclusions, on serait peut-être dans un changement de paradigme. Mais tout est politisé. Donc, moi je crois que la tendance qu'on devait avoir, c'est de savoir lire quand même l'économie. Parce que ce qui a perdu le régime de Wade, c'était le chômage des jeunes. Vous savez, des jeunes après 10 ans, ils avaient 10 ans, ils ont maintenant 10 ans, ça fait 20 ans. Et tous ces jeunes aujourd'hui qui s'agitent là, qui ont 20 ans, ou bien même qui ont 25 ans, n'avaient pas voté en 2010, en 2011. Exactement. Ils avaient 15 ans, plus 10, ça fait maintenant 25 ans. Ils avaient 10 ans. Ils sont devenus matures et à chaque génération, une dizaine d'années de génération, on se rend compte qu'il y a de nouveaux Sénégalais, nouveaux types de Sénégalais. Avec des exigences beaucoup plus fortes. Avec une mentalité différente que souvent, nous, anciens, on ne peut pas comprendre. Exactement. Moi, quand je les suis dans le Facebook, mais je suis étonné, je vois des gosses qui sont extrêmement pertinents dans la communication. Et une communication tellement massive, pertinente, que finalement, ils sont devenus un véritable lobby. Dans l'Internet, véritable lobby. Quand il te porte, tu es en haut. Mais quand il décide de te faire souvent, ça aussi, c'est problématique. Hein. C'est des jeunes qui, par exemple, l'exemple du Xëyu Ndaw yi, c'est une bonne initiative. Ça leur permet d'avoir au moins plus de 100 000 francs dans des initiatives comme Sonaged, le BRT. C'est un premier emploi. Xëyu Ndaw yi, DERO, les efforts aussi de la microfinance. Vous savez, ça, c'est un peu essayer de décréter l'emploi. Ça, se décrète pas. Je vous dis que l'agriculture peut prendre 2 millions de personnes. Si vous additionnez Xëyu Ndaw yi, DERO, tout ça là, même si vous achetez des Jakarta, vous ne dépasserez pas 10 000 personnes. Est-ce que ce n'est pas ça même le problème? L'État, au lieu de créer des emplois, mais d'installer un environnement, accompagner le privé à créer... L'État ne peut pas créer des emplois. Vous savez, nous sommes dans un quatrième secteur aujourd'hui. C'est le secteur des TIC. Mais ce secteur est tellement facile d'entrer, parce qu'il suffit d'avoir un téléphone et de l'Internet pour une connexion, et tu deviens entrepreneur dedans. Ce qui est accessible, on a vu le directeur général de la RTP annoncer l'arrivée de la 5G au Sénégal. Pourquoi alors créer un bureau d'air en centre-ville, où le jeune Lougatois ou le jeune de Touba doit venir se déplacer, mais c'est du n'importe quoi.
Est-ce que là, ce n'est pas la responsabilité du secteur privé? On a vu le club des investisseurs, CNP... Moi, je ne crois pas à ces gens-là. Franchement, moi... Pourtant, c'est des patrons d'industrie qui ont fait le... Moi, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais affrontés dans un débat où on parle de chômage. Je ne les ai jamais affrontés dans un débat où on parle d'orientation politique, économique, pour qu'ils disent, ils sont dans leur petit trou. Chaque fois qu'ils sortent un papier, c'est qu'ils ont des problèmes. Parce qu'on ne les paye pas. Effectivement. Mais c'est des acteurs passifs. Où sont les agronomes dans ce pays? Est-ce que vous avez une fois invité ici sur ce plateau un agronome? Ingénieur agronome? Exactement. Pour parler de l'agriculture. Du Mardi, on est à la télévision. Je te donne le filtre là. Débrouille-toi à inviter ici un agronome. Et pose-lui la question très simple. Pourquoi on n'y arrive pas dans une souveraineté alimentaire? Et vous savez que le Sénégal a 2 universités d'agronomie, Bambey et Thiès. Des universités publiques? L'université de Bambey, je crois que c'est depuis l'université Cheikh Anta Diop Dakar. La première grande école d'ingénieurs en agronomie. Tous les Africains sont formés ici. Ensuite, on a ouvert une 2e université à Thiès. Mais où sont-ils? Où sont les gens qui sont formés dans l'élevage dans ce pays-là? Quand on parle d'élevage, de problème de... À Veto, on peut devenir vétérinaire. Mais je parle de ça, de cette école-là. C'est une école internationale où tous les étrangers sont formés. Il y a même plus d'étrangers que de Sénégalais. Mais à quoi sert... Enfin, on sort des cadres dans ces écoles. Vous voulez dire que le secteur privé n'investit pas dans ces secteurs-là? Je crois qu'ils ne sont pas utilisés, en fait. Nous avons tellement d'ingénieurs mais on ne les voit pas. Ils ne sont pas dans le débat. Le débat, c'est les professeurs bavards, les avocats bavards. Mais des spécialistes. Parce que moi, quand je parle de l'agriculture, de la terre, tout ça, mais j'en sais rien. J'ai une volonté, j'ai une vision. Je veux atteindre l'autosuffisance. Ça, c'est un vœu. Mais qu'ils viennent me dire qu'il n'y a pas d'eau. Et moi, j'appelle les spécialistes qui ont fait l'eau. Il y a des efforts avec la SAED de l'ISRA où les ingénieurs travaillent sur même les OGM. J'ai été là-bas, mais je veux dire, agriculture, ils me diront, problème d'eau, on appelle les spécialistes en eau, ils vont nous donner les cours d'eau. Là où l'eau est facile, là, on parle de la terre, ils vont dire là où on peut mettre des arachides, là il faut mettre des oignons. Bon, on a besoin de ces gens-là. Exactement. Nous sommes dans la stratégie. Mais quand ça doit être opérationnel, il nous faut des hommes de métier. Évidemment. Des bras qui peuvent faire sur le terrain. Mais c'est ça, toi tu es journaliste, mais quand les lampes vont s'éteindre, tu ne pourras même pas les allumer. C'est sûr. Il faut ces gens-là. Deuxième chose que je voulais évoquer aussi, c'est l'environnement. L'environnement des affaires. Attention, l'environnement des affaires. Le Sénégal, c'est vrai, est un beau pays qui attire par sa teranga. Mais plus que ça, on attire même quand même par la justice. On a une très bonne justice. On a une justice juste. Sénégalais contre Ivoirien, Sénégalais contre un Français au tribunal, on ne regarde pas ta nationalité. Ça, au moins, il faut le saluer. Et ça fait partie des très bons points que nous avons. Ici, en général, dans les grandes villes où s'installent les gens-là avec des petites unités ou de grandes unités, il n'y a pas un problème d'électricité. L'eau est accessible. Donc, on a une très bonne dimension d'environnement. Sauf que ça peut coûter cher l'impôt. Mais ça coûte cher l'eau. Ça coûte cher l'électricité. Le Sénégal est un pays qui coûte cher. Au point que si l'environnement est comme ça paisible, apparemment, il se pose un problème de rentabilité. Exactement. Un problème de rentabilité. Mais dans le business des affaires là, on ne donne jamais le coût de l'eau ou de l'électricité. Vous savez ce qu'on te dit? La facilité, l'accès à l'eau. Est-ce que c'est facile? Il suffit d'écrire 2 lettres, tu as l'eau. On te donne 9 sur 10. L'accès à l'électricité. Oui, tu téléphones 2 fois, on te met l'électricité, on te donne 8 sur 10. Et ce sont ces points-là. Alors que ce qui tue l'entreprise n'est pas dans ce qu'ils disent. C'est pourquoi ce concept est abandonné. Oui. Quand vous avez dit
environnement des affaires. Ça fait plus de 4 ans. Ouais. On l'a abandonné. En tout cas, ça c'est-à-dire que les institutions créent des concepts comme ça, IDH, environnement des affaires, croissance. Bon, c'est souvent des mots. Exactement. Et on mais ce n'est jamais dans l'exploitation, dans le réel, dans le factuel, dans ce que nous vivons. Voilà, c'est aérien. Exactement. Comme professeur l'a dit, Babacar Gaye, au-delà de cette mauvaise gestion des ressources financières, pourquoi la signature du Sénégal est restée bonne auprès des institutions de levée de fonds? C'est pas un paradoxe? C'est pas un paradoxe en fait. C'est pas un paradoxe. Vous savez, par rapport à la dette, le Sénégal a une très belle signature. Il y a 2 éléments essentiels qu'on utilise pour mesurer la dette. Il y a ce qu'on appelle la ratio de solvabilité et la ratio de liquidité. Et pour ces 2 critères, le Sénégal est peinard. Bon, avec cette Covid-19, on a senti que le Sénégal a un peu franchi un peu les genoux. Mais ratio de solvabilité, dette sur PIB, aujourd'hui nous sommes à 75 voire 76%. Bien vrai que le ministre a dit 68%, mais il a défalqué carrément certaines dettes comme la dette de la dette de Sénélec et certaines sociétés publiques. Il dit maintenant on défalque ces dettes-là. La dette centrale c'est 68. Mais quelle que soit cette dimension de la dette. Et l'autre c'est la ratio de liquidité. Bon, qui ne doit pas dépasser service de la dette sur le PIB, qui ne doit pas dépasser les 21%, service de la dette sur les exportations qui ne doit pas dépasser 23%, etc. Ce sont ces éléments-là. Et pour ces cas de figure, le Sénégal est carrément peinard. Raison pour laquelle on dit que la signature est correcte. Mais le problème, c'est le dynamisme économique que nous avons. Nous disons que bon, les États-Unis peuvent emprunter de la dette à hauteur de combien de pourcents? Le dynamique économique leur permet ça. La France peut le faire. Mais nous, notre dynamisme économique n'est pas trop soutenu. Journalièrement, à des travailleurs ouvrés, le Sénégal ne gagne que 80 à 85 milliards de francs par jour. Donc, Dakar va réaliser 80% de cette recette-là, qui tourne à hauteur de 5 à 55 milliards de francs CFA. Alors que ceci n'est pas un dynamisme économique. Moi, je dis 50 à 55 milliards de Guinéens par bis. Nous devons tenir carrément sur une dette qui va carrément affranchir carrément, parce que la dette, comme définition, sont les générations futures qui vont payer cette dette. Et ça bloque même certains investissements. Et pour des ambitions politiques, j'ai une fois suivi l'intervention du professeur Meïssa sur le budget. Il y a des ambitions politiques dedans. Mais comment recouvrir ce budget-là? Les Sénégalais ne se posent pas cette question. Souvent, on se contente de l'effet d'annonce. De l'effet d'annonce, etc. Imaginez un budget de 7 000 milliards de francs CFA pour le Sénégal. Alors qu'actuellement, nous avons un réel problème. Comment nous allons recouvrir ce budget-là? En tout cas, donc, ça va être certainement l'exploitation prochaine du pétrole et du gaz. On va terminer avec ça. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ça, de l'exploitation? Le conseil que je donne réellement aux hommes politiques qui vont venir, c'est de voir les mêmes peuvent rester, comment faire une projection hors recette hydrocarbures. Parce qu'ils ne savent pas les réalités, on ne les a pas donné les bonnes informations. Ils sont à asymétrie d'informations sur ces ressources naturelles-là, que ce soit le pétrole, que ce soit le gaz. Donc, ils peuvent faire des orientations hors pétrole-gaz. On a dit fin 2023 pour arriver à 2024. Le problème majeur, c'est comment ça va se faire pour qu'il y ait des effets d'entraînement sur le transport, pour qu'il y ait des effets d'entraînement sur les services, pour qu'on puisse nous sentir cet effet-là qu'aujourd'hui au Sénégal nous avons du pétrole et du gaz. Ça va être un réel problème. Donc faire des projections avec ces ressources-là, vraiment pour moi c'est être optimiste. En tout cas, ce sera l'affaire de Oulimata Sarr qui est l'actuel ministre de l'économie, et Sophie Gladima, ministre du pétrole et du gaz. Maïssa Babou, on termine avec vous. Vous êtes optimiste quant à l'arrivée de l'exploitation du pétrole et du gaz au Sénégal? Bon, c'est une ressource importante, paraît-il. Mais ce qui nous décourage, c'est la signature des contrats. Vous savez, là, il y a un piège. Ils ont signé tous les contrats avant de modifier la loi. Selon eux, c'est juste les contrats d'exploitation qui sont actuellement... Mais ils avaient tout signé. Après, ils ont modifié. Ils vont vous dire, oui, la loi, c'est le contrat. Ce qui n'impacte pas sur 60 ici, 40 là-bas. Alors que le premier texte, c'était une catastrophe.
Nous sommes dans les 10% environ, quoi. Moi, je ne discute jamais en profondeur de ces choses que je ne maîtrise pas. Mais j'ai dit, si on doit avoir, parce que c'est eux qui l'ont dit, dans les 600 milliards, bon, enfin, le chiffre là bouge. Chaque ministre donne voilà, un chiffre. Maintenant, moi, j'avais dit, il ne faut jamais le mettre dans le budget. Moi, je propose qu'on le mette dans un fonds spécial. D'accord. Si c'est 600 milliards, spécialement, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, 200 milliards santé, 300 milliards agriculture, au moins 100 milliards l'élevage. Autant Idriss Seck avait fait une proposition similaire par région, par parce exemple. que si on le met dans le budget, imaginez 600 milliards dans 7 000 milliards. C'est même pas 1%. C'est vraiment une goutte d'eau dans une mare. Au lieu maintenant de perdre définitivement ces fonds, parce que le budget, tout le monde sait que c'est entre fonctionnement, détournement, et un peu de travail, quoi. Donc, pour éviter ça, et que les Sénégalais voient, effectivement, ce que le pétrole a donné, il nous faut faire une redistribution de ces ressources, mais à travers les secteurs que Babacar avait dit tout à l'heure. D'accord. Ce qu'on appelle les secteurs sociaux de base. C'est-à-dire, vraiment, avec ça, on pourra avoir une santé. Avec ça, on pourra avoir une université des écoles. par ville. Parce qu'il n'y en a pas suffisamment. On pourra avoir une agriculture et faire un financement dans l'élevage. Exactement. Et comme l'a dit Babacar, certainement celui qui va hériter du pouvoir après Macky Sall va prendre encore toutes ces considérations-là. Merci. Babacar Gaye, un dernier mot avant de terminer. Merci beaucoup Khalifa et honneur de partager ce plateau avec le professeur. J'ai beaucoup appris aujourd'hui. Exactement, nous avons beaucoup appris aujourd'hui, donc c'est un réel plaisir. Et ça fait chaud au cœur de partager ces plateaux avec ces références en fait dans le métier. On s'inspire beaucoup de vos sorties médiatiques et on espère aussi que le prochain président va carrément créer ce déclic sur le plan économique. D'accord. Merci à vous, Maïssa Babou. Merci Babacar, Khalifa. Oui, content quand même de partager des idées novatrices, expert qu'il est. J'ai vu qu'il était en plein dedans. Exactement. Parce que je le surveillais Je ne l'ai pas corrigé une seule fois. Exactement. Cela veut dire que en participant à des forums, à des réunions économiques, tout cela, ça donne quand même une expérience. Et je crois que les belles idées, c'est dommage que... bon, comme il a dit, on va espérer que le prochain soit le bon. Saura faire les corrections nécessaires. Que le prochain soit le bon. Exactement. Enfin, qu'il y ait un commencement. Exactement. Voilà. Malgré toutes les réalisations qu'on peut mettre à l'actif du président Macky Sall, notamment. En tout cas, merci à vous, Babacar Gaye, comme je l'ai dit, économiste, expert en économie, et le professeur Maïssa Babou, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, pour la disponibilité avec toute cette lecture sur l'économie sénégalaise sous le règne de Macky Sall, 2012 à 2023, on tend vers 2024. Merci de nous avoir suivis. Tribune du mardi prochainement sur Sunu Label TV. Bonsoir.